Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque vendredi, nous vous proposons de revenir sur l'actualité de la semaine et de ce vendredi avec un journaliste finistérien. Aujourd'hui, Olivier Pauly, chef de la rédaction du journal Ouest France à Brest. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 11 mai 2012 dans le Finistère. 150 policiers se sont réunis devant le commissariat à Brest ce vendredi midi. Ils étaient une cinquantaine à Quimper. Des policiers qui protestent contre l'inculpation de leur collègue parisien, de l'un de leurs collègues parisiens, mis en cause dans la mort d'un homme à Noisy-le-Sec. C'était le 21 avril dernier. Des policiers brestois qui soutiennent également un de leurs collègues blessé lors d'une intervention en mars 2011. Anne Burlot était devant le commissariat de Brest ce midi. Donc le problème au niveau local, c'est un délinquant multirécidiviste qui a percuté un collègue l'an dernier, donc volontairement avec sa moto. Notre collègue est handicapé à vie, il n'est pas du tout consolidé. L'individu a été encadré pendant 3 mois. Quand il a été interpellé, il y a eu un délit de fuite. Là, il a été mis en détention provisoire. Il a déjà été libéré le 1er mai au bout de seulement 9 mois de détention, alors qu'il n'y a toujours pas de date de procès. Donc nous, on trouve ça lamentable. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors la présomption de légitime défense invoquée au niveau national par les policiers peut-elle être mise en place dans le droit français ? Alors c'est une proposition qu'a fait Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle durant l'entre-deux tours. Une présomption de légitime défense, j'ai un petit peu de mal à voir ce que ça peut recouvrir dans la mesure où tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Les policiers comme tout le monde, donc... Et quand on use de la légitime défense, on est donc présumé innocent, forcément. De toute façon, tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que le contraire soit démontré. Donc, eux aussi. On vient d'entendre, les policiers brestois ont invoqué donc un cas local aussi de mobilisation, celui de ce policier grièvement blessé par un motard en mars 2011 dans le quartier Bellevue. Les relations entre la justice et la police à Brest et dans le Finistère plus généralement, sont-elles en train de se tendre également ? Je pense pas qu'elles sont en train de se tendre. On a plutôt l'impression que les deux institutions travaillent bien ensemble. Après, il y a des décisions, notamment des décisions de remise en liberté de, entre guillemets, délinquants présumés, qui des fois froissent très fortement les policiers. Oui. Et ils ne comprennent pas, surtout, ces décisions de justice, qui reposent parfois sur des vices de procédure, sur des... Ça peut reposer sur des vices de procédure, sur une date qui est mal renseignée, sur un fax dont la date d'envoi n'est pas la bonne. Ça, ce sont des choses qui, effectivement, agacent beaucoup les policiers, qui, sur le fond, ont fait leur travail et qui voient tout ruiner pour, des fois, une petite erreur. Allez, on passe maintenant au sport avec les filles de l'Arvor 29. Et cette question, seront-elles championnes de France ce week-end ? C'est possible, car les handballeuses brestoises sont très bien placées. Mathilde Kemener s'est rendue au dernier entraînement brestois avant le déplacement des joueuses à Issy-les-Moulineaux en région parisienne pour le match retour de la Coupe de la Ligue. Championnes de France, les handballeuses d'Arvor 29 et leur entraîneur en rêvent. Dimanche 13 mai, elles affrontent en finale ici Paris en match retour. Il y a un sentiment de fatigue généré par la fin de saison. Donc elles essayent les filles au mieux parce qu'il y a quand même un beau challenge de passer au-dessus de ça. Il y a un sentiment de concentration parce que notamment après le match retour à Metz, on sait qu'on reste à portée de fusil. Et puis il y a beaucoup de joie collective parce qu'on sait qu'on est très proche d'un truc fantastique. À domicile, les Brestoises ont déjà battu 23-16 cette première équipe de la phase régulière. Elles partent donc avec un avantage à la capitale. Le plus important, c'est se concentrer sur nous-mêmes. Après, ici Paris, ils ont rien prouvé de nouveau depuis qu'on les a joués en saison régulière. Donc nous, c'est ce que je dis, on se concentre plus sur notre défense pour la perfectionner. Et ça nous servira pour la saison d'après aussi. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, ce jeune club espère bien faire un doublon. Tout le monde avait dans la tête qu'on a titillé le titre et pourquoi pas le décrocher dimanche. Donc dire non, ça serait mentir. Avec l'équipe qu'on a, ça serait mentir. Donc oui, et je pense qu'on va rester au plus haut niveau un petit moment avec cette équipe-là. La formation bretonne pourrait alors devenir la nouvelle référence du handball féminin en France.
Alors la success story du club Arvor 29 continue ou semble continuer et pourtant ce midi on apprend que le club risque d'être relégué en D2. Comment est-ce possible, Olivier ? Alors c'est tout simplement pour des questions de gestion financière. Le club aujourd'hui, d'après les instances nationales, serait confronté à un déficit qui n'est pas en mesure d'éponger. Donc 300 000 euros. 300 000 euros. Et les instances nationales du hand estiment que cela nuit à l'égalité entre les différents clubs français par rapport à l'Arvor. C'est-à-dire que les autres clubs jouent le jeu, ont des comptes équilibrés ? Des comptes en tout cas mieux équilibrés. Bon, ceci dit, le président de l'Arvor a d'ores et déjà annoncé qu'il faisait appel de cette décision. Donc il a 10 jours et puis il y aura à nouveau une autre décision. Quelles seraient les conséquences d'une telle relégation et surtout de cette décision-là aujourd'hui ? Alors il y aurait peut-être déjà une fuite entre guillemets des meilleures joueuses actuelles de l'Arvor, plus l'absence des Coupes d'Europe, ce qui avait déjà été le cas cette année. Donc c'est une situation qui se prolonge pour l'Arvor, la situation n'est pas nouvelle. Ce week-end sera aussi déterminant pour une autre équipe, celle du Stade Brestois. Est-ce que c'est la fin d'un suspense, relégable, pas relégable ? Est-ce qu'on le saura vraiment ce week-end ? Non, quoi qu'il arrive, le Stade Brestois ne sera ni sauvé ni relégué dimanche soir. Le mieux ce serait quand même de gagner face à Valenciennes. Un nul, on peut maintenir encore l'espoir ? Quoi qu'il arrive, on ne sera pas relégué dimanche soir, donc un nul c'est bien, mais après on va à Évian. Vaut mieux vraiment gagner à domicile ce week-end. Après les changements à la tête du club, le départ d'Alex Dupont, est-ce que l'équipe semble avoir retrouvé une sérénité qui lui permet d'assurer comme ça cette fin de championnat ? Oui, après un premier match catastrophique face à Auxerre, l'équipe semble avoir redressé un peu la barre, notamment avec deux bons matchs nuls face à Toulouse, puis face à Lyon à Lyon. Donc certaine sérénité semble à nouveau se dégager du groupe, il faudrait que ça continue. Merci Olivier. Les skippers de la Transat AG2R sont attendus à la fin du week-end à Saint-Barth. Actuellement, c'est Cercle Vert de Gilda Morvan et Charlie Dalin qui pointent en tête à moins de 500 000 de la ligne d'arrivée devant Nakara, d'Erwan Tabarly et Éric Perron. À Saint-Barth, on s'apprête à recevoir les 16 monocoques. Ambiance sur place avec notre envoyée spéciale Marina Dété. Saint-Barthélemy patiente en attendant l'arrivée des bateaux. Non pas ces gros yachts de luxe, mais les 16 Figaro de la Transat AG2R. Les skippers ne sont pas attendus avant dimanche au port de Gustavia. Non, le temps a été un peu plus long que prévu. Les années passées, on était plutôt sur 19-20 jours. Là, on est sur 21-22 jours. Autant jusqu'à La Palma, donc le premier segment qui était la descente en provenance de Concarneau a été relativement rapide, ils sont passés avec une journée d'avance. Autant ensuite, sous l'influence d'un large anticyclone et d'une dorsale, les bateaux ont ralenti et ils ont un peu traîné et ils ont pris 3 jours de retard. Donc voilà, donc ils sont peut-être sur un format un peu plus long que l'habitude et on le sent d'ailleurs puisque certains skippers ont signifié qu'ils avaient plus beaucoup d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour et par personne. Donc c'est très peu vu les températures sous lesquelles ils naviguent. Comme tous les 2 ans, l'effort des skippers sera largement récompensé par l'accueil que leur réserve la population locale. Même si pour cette édition 2012, les Saint-Barth ont commis une légère infidélité au suivi de la course. Cette année, les événements d'actualité ont fait que la première moitié de la Transat a été un peu moins médiatisée, on en a un peu moins parlé tous les jours, à cause bien entendu de la période électorale, etc. Mais l'arrivée, je n'en doute pas, la population sera présente. L'ambiance commence tout de même à monter sur cette île de près de 9000 habitants. Pour patienter, rien de tel qu'un peu de coco glacé ou d'une bonne crêpe au caramel au beurre salé. Voilà. Merci. Et peut-être l'arrivée de la G2R donc lundi sur TBO. On peut être élu régional et kiffer le Graphe. Venus de toute la Bretagne, les jeunes du conseil régional jeunes de la commission culture justement du conseil régional des jeunes ont sorti les bombes de peinture et réalisé plusieurs toiles ce vendredi à Morlaix. Erwan Lousseau s'est joint à ces jeunes élus artistes. La culture urbaine dans tous ses états a commencé par le light graph, a pris ses quartiers pour une journée au lycée du Portsmouth à Morlaix, à l'initiative de la commission diversité culturelle et ouverture au monde du conseil régional des jeunes. Arrivés au terme de leur mandat, ces conseillers régionaux en herbe ont donc démontré qu'ils savaient mener à bien un projet. C'est quand même la concrétisation de 2 ans de mandat.
C'est un projet qu'on a fait tous ensemble, c'est vraiment quelque chose pour lequel on s'est battu parfois, quelque chose auquel on a tenu, on a dû faire des concessions sur certaines choses. Répartis dans 5 commissions thématiques allant de la culture à la communication en passant par la santé et le développement durable, ces jeunes élus goûtent pendant 2 ans aux joies de l'engagement politique et citoyen. C'est un apprentissage vraiment de la vie future, en termes comment marche l'administration. Là, j'ai dû solliciter notamment la presse, comment on appelle la presse, comment on va faire venir des artistes, faire une programmation. Une fois redécoré, le lycée du Portsmeur s'est ensuite transformé en salle d'expo, de théâtre puis de spectacle hip-hop. Merci Olivier d'être venu commenter l'actualité du Finistère et de ce vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans votre département. D'ici là, bon week-end et bonne soirée. Merci.